ce soir, c'est Bernadette Soulier qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Alors merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous avez reçu très récemment le prix Handy Livre. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, alors le prix Handy Livre pour vivre avec le handicap au quotidien, est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qu'est exactement ce prix? C'est un prix qui est réservé aux livres qui ont été écrits par des personnes handicapées et qui soit écrivent une biographie à partir de leur handicap, soit écrivent des éléments qui peuvent aider pour faire avancer le système du handicap dans un sens où le regard des autres va s'améliorer. Et le mien, c'est un livre sur un guide très pratique qui va s'adresser aux personnes handicapées, mais également à l'entourage, aux parents, à la fratrie qui a un frère ou une sœur handicapée, et également aux professionnels, ou alors à quelqu'un qui aurait des parents eux-mêmes qui seraient handicapés. Et le but, c'est de trouver toutes les astuces pratiques et toutes les méthodes qu'on peut faire et mettre en pratique pour être le plus heureux possible, et bien épanoui dans sa vie, et voilà. Alors vous parlez de professionnels. Vous parlez aussi de personnes au quotidien. Vous faites les deux à la fois, puisque vous êtes à la fois une professionnelle et puis vous avez aussi eu un grave accident qui a entraîné 15 ans de fauteuil roulant, je crois que c'est ça Presque, c'est-à-dire 15 ans de handicap. 15 ans de handicap. Et quelques temps de fauteuil roulant, effectivement, puisque j'ai fait 1 mois de coma, j'ai eu une 20aine d'interventions chirurgicales et à la suite de ça, je devais être débile profonde, je devais être grabataire, je devais être en fauteuil roulant, donc je suis sortie en fauteuil roulant. Et c'est petit à petit, quand j'ai commencé à prendre des béquilles, que j'ai voulu refaire un stage de médecin, mais le matin, je me rééduquais avec les patients et l'après-midi, je faisais la visite et du coup, ça a créé des liens très particuliers. Et du coup, toute ma vie professionnelle a déroulé de ça et les 3 livres que j'ai écrits ont été vraiment orientés sur le fait d'être à la fois un médecin handicapé et à la fois d'être un patient, peut-être un peu les deux à la fois, et de plus très bien savoir comment faire, mais le but étant d'être le plus heureux possible, le plus épanoui possible, et c'est le sujet de ce dernier livre. Vous pensez que ça vous rend meilleur médecin d'avoir connu... je ne veux pas dire meilleur. Je dirais pas meilleur dans le sens du jugement de valeur, parce qu'il y a toute une masse d'études, de choses qu'il faut retenir, d'esprit de déduction. Mais je dirais qu'au niveau de la compréhension, c'est évident, parce que d'emblée, c'est ce qu'ils disent tous, je suis dans leur clan, je suis de leur famille, je suis comme eux. Donc tout de suite, ils se confient, tout de suite, ils m'expliquent ce qu'ils ont. Et moi, je ressens très fort les choses, parce que je suis toujours passée un peu plus ou moins partout, quoi, entre les sondages urinaires, entre la paralysie, les troubles d'insensibilité, le fait de tomber, la fatigabilité. Donc chaque thème finalement résonne en écho en moi et chaque fois j'ai cherché des solutions autant pour moi que pour les autres et du coup j'ai voulu vraiment créer une masse de solutions et c'est le fruit de 20 ans de travail que j'ai expliqué dans ce livre. C'est pendant votre rééducation, je crois que vous avez commencé à écrire. Voilà. C'était pour vous, c'était quoi? C'était un exutoire un petit peu? Il fallait que j'écrive ma thèse. Ouais. Donc je me suis dit, pourquoi après tout j'écrirais pas, mais sans me rendre compte que c'était un exutoire, pourquoi j'écrirais pas sur le fait d'être handicapée? Et en fait c'est les patients eux-mêmes qui m'ont dit, mais si tu parles du handicap, parle de la sexualité, personne ne sait en parler, personne ne sait quoi nous dire. Et j'ai dit, mais il n'y a pas de problème. Et c'est là que je me suis rentrée dans un monde de difficultés où il n'y avait rien, où j'ai dû vraiment chercher, et où j'ai fait travailler les patients. J'aurais dit, dites-moi tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous ne pouvez pas faire. Et moi, à côté de ça, j'ai fait plein de diplômes parallèles pour essayer chaque fois de puiser des idées pour pouvoir les aider. Et ça a été finalement ces 2 livres sur la sexualité, l'un des paraplégiques, les 2 premiers. Alors, je montre le deuxième. Et l'autre, voilà, le deuxième. Vous m'avez dit qu'il était disponible où? Alors, il est disponible à l'Association des paralysés de France, mais au siège de Paris. Il faut le commander par téléphone ou par écrit, ou alors sur Internet, sur le site de l'APF, de l'Association des paralysés de France. Donc ça, c'est pour votre 2e livre. Et voilà. Puis, donc le prix Handy Livre, ça a été pour votre 3e. Donc je le répète, c'est Vivre avec le handicap au quotidien, 3e ouvrage. Alors, ce qui m'a frappé dans cet ouvrage, c'est que finalement, vous écrivez pour tout le monde, pas seulement pour les handicapés. Vous écrivez aussi pour les personnes comme, entre guillemets, normales. Oui, tout à fait, parce que ce qui me paraissait important, c'était aussi de changer le regard des autres, de voir que l'entourage n'ait pas peur, parce que finalement, chaque fois que je parle de mon livre à quelqu'un, que ce soit une coiffeuse, que ce soit le boucher ou comme ça,
tout le monde a un enfant, un cousin, un oncle, un comme ça, qui est handicapé. Donc c'est pour aider finalement à changer tout ce regard. Et par exemple, je donne un exemple parmi d'autres, c'est quand on voit quelqu'un en fauteuil roulant, des fois on ne sait pas si on doit lui serrer la main, si on doit lui taper sur l'épaule. Le regard aussi que l'on peut avoir par rapport à une personne handicapée. Voilà. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on doit avoir? On doit lui parler normalement? Est-ce qu'on doit avoir de la pitié? Qu'est-ce qu'on doit avoir? Donc finalement, moi je dis, il faut essayer d'être le plus simple possible, sachant qu'au début on fait des bourdes et qu'on n'est pas à l'aise, et que c'est petit à petit qu'on apprend à être plus à l'aise. Donc même si quelqu'un a des mouvements qui tremblent comme ça, tétosiques, eh ben, on peut quand même lui prendre la main ou lui toucher l'épaule. Si c'est quelqu'un qui est en fauteuil, on lui serre la main, on peut lui faire une bise sur les 2 joues comme on fait avec tout le monde. Mais ce qui est important, c'est de ne pas rester debout devant une personne en fauteuil et de lui parler comme si on était un supérieur. C'est très rapidement soit s'accroupir, soit si on voit que la conversation va durer une demi-heure, eh bien on prend une chaise, on s'assied et on se remet à même hauteur. Il ne faut pas qu'il y ait un rapport de supériorité entre l'un et l'autre. Voilà, qui peut être gênant à la longue et qui, voilà, c'est pas facile d'être toujours la tête en l'air pour discuter. Donc en fait, vous essayez de rééduquer les personnes valides finalement par rapport au regard. Voilà, plusieurs comportements, les expressions qu'on peut utiliser. Par exemple, quand il y a quelqu'un qui est aveugle, les personnes ont très peur de dire aveugle. Alors déjà, ils n'osent pas. Non-voyant. Alors non-voyant, mais en fait on peut tout à fait dire aveugle, ça leur fait rien, enfin c'est pas du tout un terme péjoratif. Et surtout, par exemple on peut dire est-ce que tu as vu ce film? Est-ce que tu as vu ce livre? Parce que finalement ce sont des expressions de la vie courante et si on commence à les écarter, ça fait une gêne qui est bizarre. Parce qu'on les écarte de la vie courante. Tout à fait. Et il n'y a pas besoin de les écarter, mais ce sont des expressions tout à fait banales. Bon, ce qu'on ne va pas utiliser, c'est un abo, un nain, voilà. Mais à partir du moment où il y a une personne de petite taille, etc., est-ce que tu as vu ce film pour une personne aveugle? Elles vont au cinéma, elles écoutent les films et elles les voient dans leur façon d'être en fait. Ce sont des personnes, en tout cas moi j'ai remarqué pour des expériences personnelles, qui ont beaucoup d'autodérision aussi. Oui. Enfin souvent en tout cas. Assez souvent. Mais il faut faire très attention à ne pas plaisanter sur le handicap. Parce que souvent les personnes handicapées rigolent parce qu'elles ne veulent pas être exclues. Mais en vrai, ça leur fait du mal. Donc je crois que la plaisanterie, il n'y a que la personne elle-même qui peut la faire. Par exemple, moi je marche très très mal. Et ben, des fois je dis, oh là là, moi je marche comme un pingouin. Mais si quelqu'un commence à dire, oh toi avec ta démarche de pingouin, ben là ça va m'agresser. Mais si c'est moi qui le dis, bon ben ça va. Donc je pense qu'il ne faut pas s'amuser à plaisanter sur le handicap de quelqu'un. Vous abordez d'autres questions importantes. Elles paraissent bêtes comme ça, mais où trouver des vêtements pour les personnes handicapées par exemple? Oui, des fois ça peut être un grand problème. Par exemple, quand on est en fauteuil, pour enfiler un pantalon et pour pas que le jean serre. Donc il existe plusieurs lignes de vêtements. Alors il y en a c'est sur internet, d'autres c'est des catalogues qu'on reçoit. Donc tout ça, je mets toutes les adresses et ça permet de recevoir plein de vêtements qui sont. Par exemple, une personne qui a des mouvements en tremblant beaucoup des mains, mettre un scratch sur le pantalon au lieu de faire des boutons qui ne va pas pouvoir déboutonner. Du coup, ça enlève l'autonomie pour aller aux toilettes et grâce à ça, elles sont à nouveau autonomes. Donc il y a plein d'astuces dans l'habillement qu'on n'imagine pas en plus. Des capes, par exemple, pour quand il pleut, pour ne pas se mouiller les jambes. Et puis, quand on feuillette ces catalogues ou qu'on voit sur Internet ces sites, effectivement, des fois, il y a ou par exemple, quelqu'un qui a un bras un peu atrophié par une hémiplégie, qui ne peut pas lever le bras parce que ça lui fait trop mal, il y a des systèmes pour enfiler des chemises et qui sont adaptés. Et à la fin, ça fait un habit très, très joli et très bien. Alors là, vous parlez de ce qui est vêtements. Voilà, le dernier point que je voulais aborder avec vous, qui me paraissait quand même assez important, c'est prendre soin de soi, physiquement. Oui. Et le physique transparaît sur le psychologique finalement. Tout à fait. Et je crois que c'est la base que je lance toujours dans les centres de rééducation fonctionnelle. Enlevez vos horribles survêtements et commencez à vous habiller normalement, allez chez le coiffeur, soyez bien, se pomponner, sentez-vous bien vous-même et les autres vous percevront comme quelqu'un qui va bien aussi. Et moi je suis vraiment à fond pour tout ce qui est massage et par exemple les cures de thalassothérapie qui sont en plus remboursés par la sécurité sociale et qui permettent d'être coucounés, massés pendant 3 semaines. Et ça, c'est paradisiaque, quoi.
faut en profiter. Il faut en profiter un maximum, mais il faut le savoir parce que et toutes les personnes handicapées ont tellement toujours certaines pathologies qu'elles rentrent toujours dans le cadre d'être acceptées dans ces cures. Alors que des fois, bon, il y a des rejets des personnes valides, mais là, elles peuvent toujours en profiter. Donc il faut qu'elles en profitent parce qu'une séance de massage en ville, ça coûte finalement relativement cher. C'est souvent dans les 50 € pour une heure. Minimum. Hein. Donc, il faut voir que si pendant 3 semaines on peut avoir ça gratuitement, il n'y a rien de mieux pour être heureux et bien dans sa peau. Vous avez mis combien de temps pour l'écrire ce livre? Parce qu'on en parlait un petit peu. En fait, celui-là, je l'ai écrit très rapidement parce que j'étais commencé à être formée avec mes 2 précédents. Donc, j'ai mis 2 ans. Mais par exemple, le précédent, j'ai mis 4 ans. D'accord, non, mais pour moi, 2 ans, c'est ce qu'on en parlait tout à l'heure. Voilà, 2 ans, pour moi, c'est beaucoup. Hein. Mais c'est 2 ans tous les jours, à ne faire que ça, même l'été, à ne penser qu'à ça, à être dans une espèce de bulle carcan, d'avoir cette idée en tête et de vouloir y aboutir, quoi. Bon, alors, donc quand on a un prix, on est heureux. Alors je le rappelle, prix Handy Livre pour ce livre Vivre avec le handicap au quotidien. Dernière question parce qu'on va devoir se quitter. C'est peut-être la première question que j'aurais dû poser dans cette interview, mais ça me semblait évident de finir par ça. Mais qu'est-ce que le handicap ? Qu'est-ce que le handicap? Moi, je crois qu'il y a la définition officielle qui est raisonnable et il y a la réalité, c'est être complètement dépendant, être exclu de la société. Les personnes qui sont dans une institution à qui on met la cigarette dans la bouche parce qu'ils ne peuvent pas se la mettre eux-mêmes, à qui il faut porter le verre d'eau alors que tout le monde discute et fait sa petite vie, qui doit attendre, qui est toujours en train d'attendre finalement que quelqu'un puisse avoir le temps de s'occuper. C'est cette dépendance qui est très difficile. Et je pense que chaque fois qu'on gagne un petit degré dans l'indépendance, c'est un gain énorme. Et je me rappelle la joie que j'avais le jour où j'ai lâché la rampe pour descendre un escalier. Je disais à tout le monde, regardez, je descends sans les mains. Et c'était énorme. Et quand on passe déjà de la position fauteuil à la position debout, même si on boite terriblement, c'est fabuleux parce que déjà il n'y a plus besoin de ces plans inclinés. Et quand on me voit marcher, on peut se dire oh la pauvre comment elle marche. Mais moi je suis ravie, heureuse. Je marche, je suis plus en fauteuil, je suis plus dépendante. On me porte plus mes sacs. Voilà, c'est la vie quoi. Vous êtes indépendante. Je suis indépendante. Merci beaucoup Bernadette Souguet d'avoir accepté notre invitation. Ça a été un grand plaisir. Et puis je le rappelle donc Vivre avec le handicap au quotidien, c'est le prix Handy Livre 2009. Merci voilà, beaucoup. Merci beaucoup. Allez, nous on se retrouve dès demain pour une nouvelle invitée du jour.